De manière détendue. Chers collègues, avant de commencer notre audition, nous allons terminer nos auditions après la journée d'aujourd'hui, de mardi prochain, de mercredi prochain, donc le 8 décembre et le 9 décembre, et surtout, ce qui est très important, la dernière audition du mardi 15 décembre, avec 3 ministres. On va conclure avec nos 3 ministres Hortefeux, Darcos et Besson. Je vous propose que nous puissions nous revoir le lendemain, mercredi, à 17 heures, pour qu'on commence à sans tirer les conclusions de tout le travail qu'on a engagé, mais qu'on commence à avoir un échange de travail avant les fêtes, quoi, pour qu'on puisse arrêter un certain nombre de choses entre nous, et ça me paraît très très important. Donc vous notez le mercredi 16 à 17 heures. Comment 16h30. Les auditions des 3 ministres à 16h30. On a convenu d'un horaire ensemble avec les 3 ministres et on pense que c'est bien de conclure le travail de la mission d'information parlementaire à ce moment-là. Nous accueillons aujourd'hui M. Tariq Ramadan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chacun vous connaît. Vous avez été formé dans plusieurs universités occidentales, ainsi qu'au Caire. C'est d'ailleurs dans cette ville universitaire d'Al-Azhar qu'a eu lieu un débat sur la question d'ailleurs du port du voile intégral. Le parti pris de la mission d'information a été dès l'origine de recueillir tous les points de vue de la manière la plus ouverte possible, sans a priori. C'est le cas aujourd'hui avec votre invitation et votre venue. Je ne veux pas revenir sur vos écrits, sur vos interventions personnelles, médiatiques, et je ne reviendrai pas non plus sur les débats ou les polémiques qu'ils peuvent susciter. Ce n'est pas du tout le sens de cette audition d'aujourd'hui. Nous vous recevons aujourd'hui pour connaître votre analyse, votre point de vue, que nous voulons confronter avec la mission parlementaire sur la question du voile intégral, ce que recouvre le voile intégral, au-delà de la question du voile intégral. Quel jugement vous portez sur cette pratique? Est-il une prescription de l'islam? Comment expliquer l'extension de cette pratique en France et ailleurs? Est-elle surtout le fait de femmes converties ou traduit-elle plutôt un retour au nom du Coran d'une conception de l'islam des origines et que certains musulmans soucieux de manifester une visibilité dans l'espace public? Le voile intégral représente, selon nous, le symbole même de l'asservissement des femmes et la traduction de l'inégalité des sexes.
Quelle est votre réaction face à cette forme d'asservissement sur lequel des jeunes filles mineures sont concernées? Je vais vous laisser la parole pour un exposé introductif qui ne manquera pas de susciter de nombreuses questions. Je vous laisse la parole, Monsieur Tarek Ramadan. Merci beaucoup d'abord de cette invitation ici et de cette introduction. Donc comme le temps est court et le temps est compté, je vais directement aller au cœur de la question, au-delà des considérations. Je pense simplement que sur la question du niqab, c'est-à-dire ce qui est le voile qui couvre la face, ou du niqab qui est de ce point de vue-là également un voile qui couvre la face, mais qui est une tradition plutôt asiatique que l'on a connue et dont le nom a été propagé à travers le monde à partir de la tradition et de l'expérience afghane. Je pense que ce qui est extrêmement important dans un débat comme celui-ci, aucune décision de droit ne peut être prise s'il n'y a pas au préalable une clarification des terminologies et des enjeux. Et donc, pour ce qui me concerne, ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement de commencer par un travail de clarification. Donc, je vais utiliser ce moment qui m'est donné d'un propos introductif pour articuler trois choses, à savoir... Monsieur Tarek Ramadan, une vingtaine de minutes? Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, j'essayerai de m'y tenir. Je m'y tiendrai, donc en l'occurrence, pour être précis. Donc, d'abord simplement une discussion sur la dimension théologico-légale d'un point de vue islamique de cette question. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, de me poser la question de savoir quels sont les objectifs, ce à quoi nous voulons parvenir. Et puis, la troisième des choses qui me paraît importante, c'est le cadre de ce débat, les termes et les enjeux de ce débat aujourd'hui, comment aller de l'avant et comment est-ce que je peux percevoir une stratégie d'avenir par rapport à cela. Alors, première des choses, sur la question théologico-légale et ce qui est dit du point de vue islamique. Alors, comme vous le savez, quand on dit est-ce que c'est islamique ou pas, vous l'avez sans doute entendu déjà, l'islam comme étant une référence monolithique n'existe pas. Vous avez des interprétations en islam, aussi diverses en l'occurrence que vous avez de diversité dans la tradition chrétienne ou dans la tradition juive. Cette idée d'avoir l'islam modéré d'un côté et l'islam fondamentaliste de l'autre dit plus sur l'ignorance de celui qui qualifie les choses ainsi que sur celui qui connaît les réalités et les dynamiques. Car dans la tradition musulmane, il y a 7, 8 tendances qui sont extrêmement complexes. Vous pouvez être à la fois rationaliste et dogmatique, vous pouvez être conservateur et ouvert, vous pouvez être réformiste de différentes tendances. Donc les choses sont extrêmement complexes. La très grande majorité des courants, qui sont aujourd'hui les courants de l'islam sunnite et chiite, sont de l'opinion que la burqa, au sens de ce qui est sa traduction dans l'horizon asiatique, comme le niqab dans sa traduction que l'on connaît majoritairement aujourd'hui dans des pays des Émirats ou comme en Arabie saoudite, la très grande majorité des savants et la très grande majorité des courants considèrent que ça n'est pas une prescription islamique. C'est-à-dire que ce qui est le consensus parmi les savants, c'est que le foulard islamique qui ne couvre pas la face en est une de prescription islamique, mais pas le niqab ni la burqa. Mais vous avez une interprétation qui existe, qui est minoritaire et dont vous ne pouvez pas disqualifier la présence, même si vous êtes en opposition avec le présupposé et la conclusion. C'est mon cas. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, puisque vous m'avez posé la question, je pense que la burqa ni le niqab ne sont des prescriptions islamiques et que mon travail à l'intérieur des communautés musulmanes, non pas simplement en Occident, mais à travers le monde, c'est de dire et de répéter que cette compréhension est réductrice et qu'elle trahit le sens et l'esprit même de la référence musulmane. C'est un travail que je fais de l'intérieur, c'est un travail que je ne cesse de faire et je pense que nous devons mener. Mais il faut que nous reconnaissions le fait clair et objectif qu'une tradition aujourd'hui maintient que telle est la compréhension de l'islam. Alors, encore une fois, sans rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas le temps, ils prennent un certain nombre de textes et souvent, en fait, ce qui est l'ancrage de leur réflexion, c'est l'extension de ce qui était compris du temps du
prophète de l'islam et de ses épouses comme étant la norme pour toutes les femmes, alors que les autres savants font une distinction entre une norme qui était spécifique pour elles et pour ce qui est demandé, et de ce qui est demandé à l'ensemble des autres femmes. Donc, on a cette compréhension-là et on a cette interprétation-là, encore une fois, minoritaire aujourd'hui du point de vue des savants, sur la scène internationale, comme sur, bien entendu, dans tous les pays occidentaux. Ce qui est important, et vous avez rappelé tout à l'heure qu'à El Azhar, c'est-à-dire l'université islamique du Caire, la prise de position de celui qui en est le directeur et le recteur a été de considérer qu'il fallait que l'on aille à l'encontre de cette pratique. Il faut savoir en même temps que son autorité, même en Égypte, est contestée et que vous n'avez pas d'autorité contestée. Ça m'amène vous n'avez pas d'autorité qui ne soit pas contestée. Ça m'amène au deuxième point, qui est déterminant. C'est-à-dire que de la part de personnes qui sont à l'extérieur des communautés musulmanes ou qui sont à l'intérieur, vous ne pouvez pas interpeller l'interprétation des uns et des autres sans vous poser la question centrale de savoir où peut se situer l'autorité. Qui a autorité à dire? Prendre des décisions sur des interprétations sans questionner l'autorité de qui prend cette décision peut parfois être complètement contre-productive. Être ouvert en s'adressant à la mauvaise autorité, c'est parfois faire en sorte que cette autorité sera doublement fermée, qu'elle considérera en l'occurrence que ce dispositif qui est mis en place est un dispositif de stigmatisation et d'attaque. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez un certain nombre de musulmans, de Français de confession musulmane, mais d'Européens de confession musulmane, qui conçoivent leur autorité comme venant directement des centres, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite, ou de certaines interprétations dans un certain nombre de lieux considérés comme les sources mêmes du savoir. Ça peut être en Asie, ça peut être au Pakistan, ça peut être en Afghanistan, ça arrive. C'est-à-dire que pour eux, quel que soit ce qui sera dit ici, l'autorité de ce qui est dit ici n'a absolument pas de poids par rapport à l'autorité de ce qui se dit et s'inscrit là-bas. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire très attention, quand on a un rapport à des interprétations islamiques, de ne pas exiger de ceux qui ont une autorité relative ici de se positionner complètement contre les autorités qui viennent de là-bas, car ça serait contre-productif. On pousserait ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité des musulmans ici à l'isolement. Et ça, c'est très important de le comprendre. L'autorité politique doit, quand elle a affaire à un pluralisme religieux et quand on est dans une laïcité qui s'applique strictement, elle doit considérer que quand on est dans ce rapport à la diversité des interprétations, il faut systématiquement se poser la question de savoir comment utiliser au mieux les autorités qui feront évoluer les mentalités dans le bon sens et ne pas mettre les autorités les unes contre les autres, comme par exemple en poussant des Français de confession musulmane ou des autorités religieuses françaises à une condamnation qui ne sera forcément pas entendue par ceux qui ne leur reconnaissent pas cette autorité-là. Et je crois que ça, c'est une démarche qui est importante. Deuxième des choses qui est aussi importante ici, et qui est aussi dans le théologico-légal, c'est la force du contexte de vie. Et vous m'avez posé une question tout à fait importante, c'est pourquoi est-ce que l'on voit des femmes qui aujourd'hui peuvent aller davantage vers le port de la burqa, et pourquoi, par exemple, cela peut se trouver vers des femmes qui se convertissent à l'islam. Et parfois on a une réponse simple, et elle est tellement simple qu'elle en devient simpliste, c'est que le converti est plus royaliste que le roi. Alors, c'est vrai de façon simpliste, mais ce n'est pas cela qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre dans la démarche de certaines femmes aujourd'hui, et de certains hommes d'ailleurs, quand ils reviennent à leur religion, dans le contexte français ou dans le contexte occidental, c'est la dimension psychologique du retour aux faits religieux. C'est-à-dire que pour certaines femmes qui se convertissent, elles n'entrent pas simplement dans une religion, elles sortent d'un passé. Et que sortir d'un passé peut faire en sorte qu'on entre dans l'excès ou dans ce qui va nous couper de ce passé. Autant hier on a pu être dans ce qu'on ressent aujourd'hui, comme l'exposition de soi dans le corps, autant dans l'islam on va aller chercher la disparition totale de cette dimension du physique pour en pensant, en l'occurrence, qu'on va vivre le spirituel. Cette dimension psychologique, elle est très importante. Une loi
ne touche jamais le psychologique si on n'a pas compris que le psychologique se touche par l'éducatif, par l'accompagnement. Une loi qui interdit, elle renforce en l'occurrence davantage parfois le dispositif psychologique qui va aller dans se couper de son passé. Je dis ceci parce que l'application de la loi a toujours un versant psychologique que parfois on a tendance à omettre dans nos présupposés. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que vous avez aussi des jeunes qui, par le discours qu'on peut avoir sur l'islam, et qui eux-mêmes parfois étaient nés musulmans ou nés dans des familles musulmanes, quand ils reviennent à l'islam, il y a l'excès de la représentation extérieure peut parfois être l'expression physique d'une recherche et d'une quête de purification intérieure. Pour ce qui me concerne, elle est mal comprise, mais je peux comprendre que pour certains jeunes, certains adolescents et même moins jeunes, ceci se passe. Et encore une fois, vous avez une dimension qui est liée à une quête spirituelle, à une quête de sens. Alors, comprendre la source du cheminement est une chose, même si on ne justifie pas la nature des réponses. Je ne justifie pas la nature des réponses. Mais si je veux travailler sur le changement des mentalités, il faut que je sache d'où ça vient, pour savoir comment on fait évoluer ces mentalités, et non pas simplement juger négativement le résultat sans comprendre profondément le cheminement. Et je crois que parfois, nous faisons cette erreur dans ces perspectives-là. Alors là, si vous voulez, c'est la première partie qui est d'abord une considération théologico-légale d'un point de vue musulman, puis ensuite les considérations très pratiques qui peuvent amener des femmes à cette pratique-là. Et ça m'amène maintenant à l'objectif. Quel est l'objectif? Alors, de là où je me situe, citoyen, pour ce qui me concerne suisse, dont la trois quarts de la famille directe est française, mais qui vient très souvent en France, qui suis engagé dans le débat européen et occidental, ça veut dire depuis le Canada jusqu'à l'Australie, dans cet engagement-là, ce qui m'intéresse, c'est l'alliance stricte, mais stricte du point de vue du cadre légal, le respect de la loi commune et la meilleure compréhension des prescriptions de l'islam. En disant clairement, il est absolument possible, fondamentalement possible, d'être totalement musulman, clairement et sincèrement musulman, et de respecter clairement et sans exigence d'aucune transformation de la loi, le respect de la loi commune. Mon objectif, il est celui-ci. Et cela veut dire, de ce point de vue-là, que ce que j'ai toujours demandé à la France, et plus précisément depuis que j'ai étudié le cadre laïque, c'est l'application égalitaire, stricte et sans discrimination de la loi commune pour toutes les religions, et la religion musulmane comme toutes les autres. Et là, cet objectif-là, quand on a en face de nous des femmes qui sont dans un engagement où leur tenue vestimentaire questionne sur la compréhension de l'islam d'une part, mais également pose des vraies questions à des moments donnés tout à fait particuliers quand il s'agit d'identifier la personne, comme ça s'est passé le débat qu'il y a eu au Canada, quand il s'agit de la sécurité. Là, la loi ne doit même pas se poser la question de savoir si l'interprétation musulmane est bonne ou pas. En face de questions de sécurité, en face de questions d'identification, la femme est tenue, au nom même des préceptes musulmans qu'elle défendrait, même avec cette interprétation-là, de montrer son visage, d'être identifiée et de garantir la sécurité collective. Ça ne se discute même pas. Toute la question est maintenant de savoir, dans ce cadre légal qui est le nôtre, quelle est notre marge de manœuvre dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Et de ce point de vue-là, à mon sens, autant je dois travailler de là où je me situe, comme étant dans la dimension théologique et légale, ce que je viens de dire, ou dans la dimension d'un acteur social ou d'un acteur politique, autant je dois travailler à faire passer une autre interprétation de l'islam, et ça c'est un travail qui est un travail de longue haleine, qui est de questionner par les textes, de questionner par une tradition la lecture réduite, crispée, défensive, voire dogmatique de certains textes, ou littéraliste de certains textes. Ce travail-là est un débat interne. On n'y parvient que dans un débat véritablement interne. Ça ne veut pas dire interne uniquement islamico-islamique ou entre musulmans, non. Le débat interne, c'est être à l'écoute des questions qu'une société nous pose, être capable de les entendre et d'en débattre de l'intérieur. Et tout ce que vous avez mis en évidence sur le statut des femmes,
sur ce que veut dire la burqa sont des questions que non seulement on doit entendre, mais on ne doit pas entendre uniquement votre réponse qui pourrait être une condamnation, on doit entendre votre question qui suppose une réflexion fondamentale sur ce que l'islam nous demande de ce point de vue-là. Et donc, vous m'avez bien entendu, dans ce débat-là, la pensée qui naît d'une tradition musulmane doit être aussi une dimension qui doit vous intéresser. Et là, vos concitoyens français de confession musulmane sont vos partenaires et non pas simplement vos interlocuteurs extérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire, vos partenaires? Ça veut dire que de deux choses l'une. Soit on a compris aujourd'hui que l'islam est une religion française, que des citoyens français sont de confession musulmane, que la très grande majorité de ces Français de confession musulmane, leaders compris, autorités religieuses locales compris, ici dans ce pays, sont vos partenaires dans cette lutte pour une meilleure compréhension de l'islam et pour mettre justement en évidence le fait que la burqa ou que le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques et qu'on est liés ensemble sur ce travail et qu'une loi qui serait simplement une loi perçue comme stigmatisante, eh bien, ne résoudra pas le problème, eh bien, soit on a compris quels sont nos partenaires, et là je dis avec force, le partenaire, ce qui est important, c'est comprendre la marge d'autorité qu'il peut avoir dans l'évolution. Tout ce que vous pourrez dire sur la burqa quand vous êtes un politicien ou un travailleur social et qui ne parlez pas de l'intérieur des références musulmanes aura forcément moins de poids que quelqu'un qui le dirait comme moi. Alors deux choses l'une, ou je suis le partenaire du propos, ou je suis l'étranger qui parle de l'extérieur. Et cela, ça me paraît être déterminant de savoir que dans toutes ces interprétations-là, la pensée musulmane, vos partenaires, vos concitoyens sont de ce point de vue-là nécessaires à l'évolution de ces mentalités-là. Et ça, cet objectif-là, il est de dire ceci, ce que je répète, qu'on a du mal à entendre. Il me reste encore 3 minutes, je crois, c'est juste. Ce qu'on a du mal à entendre en France, de ce que je répète depuis des années, respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, et de l'intérieur, un vrai travail pour faire évoluer les mentalités dans ce que doit être la compréhension de l'islam aujourd'hui. Ma conclusion pour les 3 minutes, c'est quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face si nous voulons avoir une vision de l'avenir de ce point de vue-là. Il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on ne mesure pas aujourd'hui un double mal-être. On ne mesure pas suffisamment le mal-être, et vous savez, je viens de Suisse, mon pays aujourd'hui vient de voter un vote que je qualifierais de malheureux, mais le vote est malheureux, mais l'enseignement est profond. C'est qu'on ne sous-estime la peur et la méfiance qu'il y a au niveau des populations. Et de la même façon, on sous-estime le mal-être qu'il y a dans les communautés musulmanes. Et s'il y a une chose qui, pour moi, est déterminante aujourd'hui, c'est que des deux côtés, il ne faut pas se présenter comme victime. J'en veux à tous les populistes qui disent que les sociétés occidentales sont les victimes d'une lente colonisation. Cette victimisation de l'attitude des colonisés est très grave. Mais j'en veux aussi aux leaders musulmans qui jouent le fait de la victime et de dire « on n'est pas aimé, on nous stigmatise ». Comment changer l'attitude victimaire en une attitude de citoyen responsable, de politicien responsable? C'est là l'enjeu. C'est de tenir compte et de respecter les peurs des citoyens. Respecter les peurs des citoyens et des concitoyens, ça n'est pas s'y soumettre. C'est avoir la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs. Et la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs, c'est effectivement de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui vont vers le niqab, qui vont vers la burqa dans un réflexe identitaire parce que l'univers ambiant peut leur faire peur, il est plus facile de s'enfermer. Et c'est une mentalité, c'est un moment de la vie. On a vu des femmes, moi j'en ai rencontré, mais des centaines qui à un moment donné pouvaient aller, d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui pouvaient aller dans l'excès de la pratique et avec le temps, l'expérience, la vie, le contexte leur fait changer. Parfois des crises d'adolescence finissent par déterminer des équilibres d'âge adulte. Il faut compter avec le temps aussi. Mais la stigmatisation trop rapide peut fermer les gens. Et donc ici, si vous allez vers des lois,
vous ne considérez pas la mentalité qui est derrière. Parce que dans la mentalité d'une femme qui me porte le niqab ou qui porte la burqa, il y a cette idée que l'univers ambiant est problématique. Si vous ajoutez une loi qui lui interdirait l'espace public, le mental, ça ne va pas être de lutter contre la loi, ça va dire de rester à la maison. Et donc, vous ajoutez, si elle est même victime de son parcours personnel, la loi la rend victime même de l'espace public, elle restera. La mentalité qui l'a amenée, l'interprétation qui l'a amenée à cela, va être doublée par une loi qui, en la stigmatisant, ou en étant perçue comme stigmatisée, parce que la question, c'est pas de dire aux gens, ah non, c'est pas des lois qui stigmatisent. Il suffit pas pour vous de dire que c'est pas des lois qui stigmatisent, il faut entendre ce que les gens voient à travers la loi, eh bien, ça va être un retrait à l'intérieur de la demeure et on aura 2 fois perdu. Deuxième des choses qui est problématique, c'est qu'au niveau du droit européen, cette décision est très problématique et vous le savez tous. Toutes les études ont montré, et pendant les 3 dernières semaines, on a eu des rapports qui ont mis en évidence, une loi contre la burqa sera problématique du point de vue de la liberté de conscience. Il n'est pas du tout acquis que le vote suisse passe la Cour européenne de justice de ce point de vue-là. Et la troisième des dimensions, mais la Suisse y est liée également. La Suisse y est liée, oui, la Suisse y est liée et j'en suis content. Neutralité est très bonne, mais jusqu'à certaines limites. Donc là, on a aussi une dimension au niveau européen. Et puis aussi, de ce point de vue-là, comprendre que du point de vue des dignitaires religieux, ce qu'on peut avoir comme type de rapport ici, et des personnes qui sont un peu un porte-à-faux. Vous en avez vu, j'en suis sûr, des dignitaires religieux qui ne sont pas d'accord, mais qui sont en même temps gênés de prendre des positions fermes. Et il faut l'entendre sur la question de l'autorité. Ils peuvent avoir une autorité dans leur champ d'interprétation et pas forcément dans d'autres. Et la question est justement d'utiliser leur autorité pour faire travailler les choses de l'intérieur. Ne mettez pas les autorités les unes contre les autres. Utilisez les autorités favorables pour faire changer les mentalités vis-à-vis des autorités résistantes. C'est le seul moyen de fonctionner avec le fait religieux. Le fait religieux, quand 2 autorités se confrontent, elles s'excluent. C'est ça, la pensée dogmatique. Mais quand vous travaillez avec les autorités qui sont à votre portée, vous pouvez y parvenir. Et mon dernier point de ce point de vue-là, c'est de dire aujourd'hui que cette réflexion autour de la burqa me gêne. Je comprends qu'on parle de la visibilité, mais au bout du compte, c'est ailleurs que les questions se posent. Et les questions se posent aujourd'hui quand vient tout ce débat autour de la visibilité de la burqa à la suite de ce que le président Obama a dit, que le président Sarkozy a dit 5 jours plus tard et que tout à coup on nous sort cette affaire de la burqa. Je pense qu'on ferait bien en France et tous les politiciens de ne pas faire de ces questions de la visibilité superficiellement des grands débats nationaux. Parce qu'à faire des grands débats nationaux sur la visibilité qui crispe, on ne permet pas de faire des vraies évolutions politiques, des visions politiques du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il est celui-ci, il est dans le respect de la loi, il est dans le fait d'acquérir la langue, il est dans le fait de ne pas culturaliser et d'islamiser toutes les questions. Aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui a l'impression que chaque fois qu'on parle d'elle, au lieu de regarder ce qu'elle vit socialement, on culturalise son appartenance, on islamise son identité. Et elle vous en veut pour cela. Elle a l'impression d'une classe politique qui parle d'un problème qu'eux ne ressentent pas. Eux, leur vrai problème, c'est que quand vous êtes un peu arabe d'origine, quand vous êtes un peu avec un nom musulman affilié, la réalité, c'est que le travail, vous ne l'avez pas, c'est que l'appartement, vous ne le connaissez pas, et que les 2 questions ne s'excluent pas, mais à mal poser la première question, vous donnez l'impression de ne même pas considérer l'autre question, la seule vraie qui compte, qui est celle de l'application stricte et égalitaire de toutes les lois de ce pays, pour tous les citoyens et tous les citoyens. Merci. Éric Raoult, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, on dit souvent de vous que vous êtes brillant. On a pu le constater encore aujourd'hui. On dit aussi souvent de vous que vous êtes séduisant. On peut le comprendre. Mais je voudrais savoir si vous êtes suffisamment convaincant. Dans votre intervention, vous avez cheminé sur les différentes parties du débat sur ce voile intégral. Je ne veux pas être provocateur, mais on dit parfois aussi que Tariq Ramadan parle à des parlementaires, mais il pourrait parler différemment aux étudiants de Villetaneuse ou d'Oxford. Est-ce que c'est vrai?
Merci. Deuxième élément, quel est le rôle que vous pourriez avoir, vous, parce que vous êtes écouté, pour, comme vous nous l'avez indiqué à l'intérieur de votre intervention, vous engager contre le port de ce voile intégral qui peut choquer, qui peut provoquer des réactions dans la population de ce pays que vous connaissez. Et troisième élément, quel rôle pourraient jouer, à votre avis, les représentants du culte musulman dans cette pédagogie nécessaire pour faire comprendre que le port du voile intégral n'est pas une prescription de l'islam? 3 questions. Alors, donc, on va passer à plusieurs questions. Non, non, non. Ah non, comme on fait d'habitude, Jean Glavany, après il y a Jacques Miat et Lionel Duducat. Jean Glavany. Président, je voulais juste m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment Éric Raoult à l'instant, de somme de contre-vérité, de falsification et de manipulation, est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner. Peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée que je les en remercie très chaleureusement. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlementaire, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir et écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse. De la situation judiciaire d'un cinéaste, Hagstatt, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montre, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Bien. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Ramadan. Nous allons encore échanger à nouveau, et cette fois-ci pas sur des chaînes étrangères. Alors, je dois dire que vous écoutez, effectivement, avec talent. Je ne vous cache pas que je suis profondément déçu, que ça fait un peu savonnette, vos arguments. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment quelque chose de consistant. Alors, je vais m'expliquer assez rapidement. Premièrement, une question tout à fait d'accord pour vous dire sur la diversité de l'islam. Effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas des musulmans modérés contre d'autres. Il y a des écoles et il y a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des églises. Puis-je vous demander à laquelle vous vous rattachez personnellement? Vous ne répondrez pas. Alors, j'ai une question tout à fait simple à vous poser. Est-ce que vous, en tant que musulman d'une école, vous êtes choqué? Et est-ce que vous, par justement le port de la niqab, et est-ce que vous pouvez comprendre qu'effectivement, dans une société multiséculaire où il n'y a pas d'habit de visage, nos concitoyens puissent être choqués? Et c'est là où je vois une très grande contradiction dans vos discours. Vous nous dites, de toute façon,
faites attention à qui vous allez vous adresser. Vous devez vous adresser à celui qui a l'autorité du groupe et que si celui-ci admet, vous nous avez parlé d'autorité, diverses écoles, que ça soit, vous avez contesté El-Azhar, vous avez raison, elle est contestée, par d'autres d'ailleurs, c'est un débat interne à l'islam dans lequel je ne saurais rentrer, mais vous nous dites, en définitive, vous devez faire de la pédagogie. Mais comment voulez-vous que la pédagogie marche à partir du moment où le dogme de l'autorité de l'Église en question, c'est effectivement de voiler la femme? Et là, je vais vous lire quelques éléments de ce livre que vous devez connaître, qui est un livre salafiste, qui est un recueil des fatwas sur les femmes, et qui dit clairement qu'elle doit couvrir son visage. C'est une obligation. Il n'y a pas d'alternative. C'est une obligation. Elle ne doit pas serrer la main d'un homme. Ce n'est pas possible. Elle ne peut étudier dans un cadre de mixité. Bon, elle doit rester chez elle. Est-ce que vous pensez que ces dogmes enseignés et trouvés dans la banlieue française, je ne suis pas allé du côté de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que ces dogmes peuvent heurter directement, justement, la loi du pays? Mais à partir du moment où vous nous dites, faites de la pédagogie, mais que vous nous dites antérieurement que, bien évidemment, l'autorité en question, vous n'avez pas pouvoir sur eux, qu'est-ce qui reste? Il reste la norme du vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire la loi du suffrage universel. Et c'est en cela que je trouve que votre discours est en contradiction et que votre solution est une impasse. Oui, écoutez, moi je me réjouis que nous ayons l'occasion de vous entendre parce que plutôt que de vous regarder qu'à la télévision, je suis heureux que cette mission sur le voile puisse entendre quelqu'un qui a une certaine notoriété et que nous puissions nous adresser à lui et qu'il puisse nous faire les réponses qu'il doit nous faire. Donc moi je pense qu'on a bien fait. Je remercie le Président et le rapporteur de nous avoir donné cette opportunité. Moi, je voudrais simplement vous poser 3 questions. Je vous ai entendu nous dire que la burqa, le niqab, n'était absolument pas une prescription religieuse en tant que telle, mais par contre que le voile l'était. Et j'ai appartenu à la mission sur le voile à l'école, et toutes les auditions que nous avions pu faire à l'époque, et j'ai pas souvenir qu'on vous ait entendu à ce moment-là lors de ces auditions, il nous avait été dit et répété que le voile n'était pas non plus une prescription religieuse. Donc j'aimerais avoir une précision, parce que c'est la première fois que je l'entends dire, et ça me paraît quand même important. La deuxième question, c'est, dans tout votre exposé, ce qui m'a frappé, c'est cette idée que finalement la femme est libre. À vous entendre, elle se rue dans un souci de purification, spontanément, de manière volontaire, et on n'a pas forcément le sentiment que ce soit aussi volontaire que ça, et que parfois c'est un volontarisme qui rappelle plutôt l'enthousiasme des sectes. Et donc, est-ce que vous ignorez toutes les pressions éventuelles qui peuvent exister, surtout lorsque ça concerne des mineurs? Et la troisième question, s'il ne faut pas de loi, que faut-il faire? En clair, rien, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si ce n'est pas rien, quoi précisément pour faire évoluer les mentalités, éviter la prolifération et le prosélytisme? Oui, ça va compléter la question de mon collègue Lucas. Vous avez effectivement parlé des femmes uniquement consentantes. Mais on sait bien, dans ce pays, que la plupart ne sont pas consentantes. Que souvent par amour, ou simplement parce qu'elles vivent avec un homme qui les oblige à petit se couvrir. Moi, je le vis très souvent dans les quartiers, à se couvrir les bras, puis à mettre un voile, puis à arriver au niqab ou à la burqa. Donc vous le savez très bien, et vous savez qu'elles n'ont pas le choix, et que souvent l'échappatoire est impossible. Alors moi, je voudrais vous parler des droits des femmes. J'ai lu beaucoup de choses que vous avez écrites là-dessus, et vous vous dites féministe islamique ou islamiste. Et votre discours consiste à dire que ce n'est pas la parole de Mahomet qui fait l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais en fait c'est la tradition
on l'a un peu vu au travers peut-être des 7 ou 8 tendances dans l'islam. Et que par conséquent, il faut relire le Coran et revenir au temps du prophète. Et la question que je voulais vous poser, c'est ne serait-il pas plus simple peut-être de revenir dans notre temps, c'est-à-dire 13 siècles en avant, et d'expliquer que l'Occident réalise cela. Cela vous permettrait aussi de faire évoluer une morale qui a été faite au 7e siècle et qui, quoi que vous en disiez, est archaïque aujourd'hui. Et votre position serait peut-être ainsi plus claire par rapport au port du niqab et de la burqa. Et puis, sur la laïcité quand même, je voulais soulever des discours que vous avez tenus. La question que je me suis posée, c'est comment pouvez-vous vous dire laïque alors que vous affirmiez, par exemple, au Forum des jeunes musulmans à Budapest, c'est en octobre 2000, que les droits de l'homme n'ont aucun rapport avec l'islam, qu'ils sont une création occidentale qui ne peut être acceptée. Et vous avez dit également, en tant que musulman, ma différence doit être non seulement respectée, mais elle doit déranger l'autre, et c'est un message fondamental de l'islam. Monsieur Tariq Ramadan, on va faire une première série de réponses. J'ai 6 inscrits après. Je vous en prie. On essaye de... Je vais essayer d'être synthétique quant à mes réponses. Vous m'avez posé 3 questions et dont la première est sur le double discours et dont ensuite il y a eu une réflexion qui allait dans ce sens-là. Écoutez, j'ai dit et répété que ce double discours n'existait pas. On m'a d'abord dit que j'avais un discours en arabe différent dans les banlieues. En arabe, dans les banlieues, on n'est pas entendu. La deuxième des choses, c'est que j'ai dit et répété aux personnes de prouver ce double discours. Les preuves patentes n'ont jamais été prouvées. Et quand j'ai eu affaire avec des personnes qui ont essayé de le prouver texte à l'appui, j'ai pu montrer que des phrases étaient coupées. Et la meilleure des réponses, vous l'avez par la municipalité de Rotterdam, qui a fait une enquête à un moment donné, parce qu'on lui disait Tariq Ramadan a un double discours. Réponse avec conférence de presse de la municipalité de Rotterdam en avril 2009, c'est que Tariq Ramadan n'a pas de double discours et que ce qu'on a rapporté, ce sont des citations qui sont sorties du contexte, où elles sont tronquées, où elles sont exactement l'opposé de ce qu'il dit. Donc la réponse, elle est après enquête. Ma position par rapport à ça, c'est franchement, j'interviens, je crois qu'il y a 180 conférences qui sont sur Internet. J'ai un site Internet qui est lu par tout le monde. J'interviens à la télévision dans pratiquement tous les pays du monde. Mais quel intérêt j'aurais à vous tenir à vous un discours et à la communauté musulmane un discours, et ceux-ci me suivraient en entendant 2 discours différents. Alors de 2 choses l'une, où je suis tout à fait tordu, où tous les musulmans qui m'entendent et me suivent sont tordus comme moi. C'est-à-dire qu'ils accepteraient que j'intervienne devant vous pour vous dire une chose, et qu'ils m'entendent, eux, dans les banlieues, ou, pas forcément dans les banlieues, dans les communautés musulmanes, dire une autre chose. Ça ne tient même pas à la logique de la réflexion élémentaire. Donc ça ne tient pas. Donc j'ai absolument ni aucun intérêt. Et puis finalement, si j'étais vraiment un fondamentaliste, mais pourquoi je viendrais vous dire que je suis un ouvert? Quel est le but? Je suis un fondamentaliste et alors, voilà, bonjour chez les fondamentalistes. Mais pourquoi je serais en train d'essayer de jouer là-dessus? Ça ne tient pas. Deuxième des choses, sur mon rôle, et là j'aimerais mettre en évidence, j'aimerais que vous entendiez très fort que depuis maintenant 25 ans sur ce terrain-là, je me suis engagé à un véritable travail d'émancipation des femmes quant à l'interprétation d'un certain nombre de textes. Et ça, si vous allez sur le terrain, alors évidemment, on va vous dire, oui, mais attention, il pousse au fait de porter le foulard. Je répète, pour ce qui me concerne, une chose qui est claire, et là, ça me permet aussi de répondre à votre question, à savoir que si vous allez voir dans toutes les traditions musulmanes, toutes confondues, c'est-à-dire chiites et sunnites, avant les colonisations, vous n'entendrez et vous ne verrez aucun savant qui remet en cause le fait que c'est une prescription islamique. Vous avez aujourd'hui, je veux dire, montrez-moi un savant
de référence qui le disent avant. Après coup, vous avez effectivement des personnes où il y a une interprétation maintenant de personnes qui disent oui, non, mais c'est pas une prescription absolue. D'autres disent, et c'est mon cas, que la prescription de la prière n'est pas au même niveau que la prescription du foulard, mais il y a prescription. Mais ma position là-dessus, et c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante pour moi, c'est de dire qu'il est interdit en islam et contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard. Et quand vous avez relevé, que j'avais oublié, les possibles pressions qu'il peut y avoir, de ce point de vue-là, vous avez raison. Au père comme aux frères, à la mère comme à la communauté, à la société, comme c'est en Arabie Saoudite et en Iran, toute imposition du fait de porter le foulard trouvera ma voie pour s'y opposer. Et ça, pour moi, c'est une démarche déterminante. Maintenant, c'est-à-dire l'imposition. Maintenant que ce soit un choix libre, en ayant compris que c'était une prescription, en considérant que c'était une prescription, c'est une chose. Sur la question de ce que l'on peut faire et de ce que je peux faire dans ce travail-là, c'est effectivement un vrai travail pédagogique. Je passe des heures et des mois à écrire, à faire des conférences. Alors évidemment, j'entends aujourd'hui que ma voix est de moins en moins entendue. Vous devriez venir, cher monsieur, à quelques conférences publiques ici en France et vous verriez si la voix est de moins en moins entendue. Pour ceci, il faut simplement demander aux renseignements généraux, ils vous renseigneront là-dessus. Mais sur cette question, c'est effectivement de faire un vrai travail pédagogique, d'interpeller texte à l'appui. Et c'est ce que je dis toujours, vous savez, quand des personnes pensent que vous avez un double discours, parfois ils s'arrêtent en cours de raisonnement. Vous êtes avec une communauté musulmane dont l'indicateur premier, c'est de prendre des textes au sérieux. Alors vous avez deux solutions. Soit vous ne parlez que du contexte, soit vous avez une pédagogie. Et ma pédagogie, elle est celle-ci. Je cite des textes en disant ils existent. Je ne les nie pas, ils sont là. Quelles ont été les interprétations dans le courant de l'histoire musulmane? Voilà différentes interprétations. Et quelle est notre interprétation pour aujourd'hui à la lumière de notre contexte? Alors parfois, on arrête le raisonnement quand je cite les textes en disant « Regardez, il a cité les textes ». Oui, mais je n'ai pas terminé le raisonnement. Le raisonnement, il est à 3 niveaux. 1, voilà les textes. 2, voilà la tradition. Et voilà pour aujourd'hui. En disant aujourd'hui, par exemple, regardez comment je confronte. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Straw soit intervenu sur la question de « Il faut que je voie le visage des femmes ». Et que j'ai soutenu en disant il pose une vraie question et que le Guardian là-bas a repris la position de Tariq Ramadan en disant qu'il était contre le niqab. En Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu, d'ailleurs, dans les populations asiatiques, que ça ne l'est en France. Et j'ai pris position fermement et publiquement sur cette question-là, mais en disant quoi? Regardez comment vous confrontez certaines vues. L'un des savants les plus importants de la tradition salafi, qui s'appelle Al-Albani, fait une recherche sur la question du niqab et termine en concluant que selon lui, le hijab, c'est-à-dire ce qui ne couvre pas la face, est la vraie position islamique, mais que lui considère pour son épouse que c'est mieux. Regardez, texte à l'appui, savant à l'appui, vous confrontez les vues de cette interprétation et vous faites évoluer. Ça, c'est mon travail. Mon rôle, il est de faire ce travail-là. Et d'être considéré non pas simplement comme étant quelqu'un qui ne respecte pas le cadre légal, mais au nom même de ce cadre légal et dans l'interprétation de l'islam. Les représentants musulmans de ce point de vue-là, ils ont ce travail-là à faire, ils ont un vrai travail pédagogique, un vrai travail d'engagement. Mais vous savez, le niqab et la burqa, ça c'est une chose, il y a un travail à faire sur plein de dimensions. Vous avez parlé par exemple de la question de serrer les mains et tout ceci, mais on a fait un travail gigantesque dans les communautés musulmanes, pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais il n'y a absolument aucun problème à serrer la main d'une femme ou à serrer la main d'un homme. Il n'y a aucun problème pour une femme d'aller voir un médecin homme quand les circonstances font qu'elle doit aller voir un homme ou quand la compétence. Il n'y a pas de ce point de vue-là de problème. Donc c'est un vrai travail que les autorités musulmanes, mais là il faut qu'elles soient votre alliée, non pas qu'elles soient mises sous pression de vos attentes, mais sous la compréhension de leurs responsabilités. C'est pas pareil. Donc pour aller vite, monsieur, je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après, si c'est cette lumière que vous perceviez. Et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivies. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse. C'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines, monsieur, 80 universités américaines, mais monsieur,
qui depuis les 8 dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur. Plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas un débat et une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celle que je viens d'entendre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre, parce que je ne considère que c'est insultant ce que vous venez de dire. Pour continuer sur mes arguments, cher monsieur, vous avez eu une attitude qui montre où est le problème. Vous avez pris un livre et vous dites, voilà un livre qui est, et vous l'avez vous-même qualifié, de la tradition salafi. Vous avez parfaitement raison. Il y a des livres de la tradition salafi qui sont en France. Mais je vous avais répondu avant même que vous n'apportiez l'argument en vous disant c'est une tradition parmi d'autres. Et cette tradition parmi... Alors attendiez, cette tradition parmi d'autres. Aujourd'hui, des femmes et des hommes, en France, peuvent revenir à l'islam sous des pressions d'hommes, sous des pressions familiales, sous des pressions communautaires, c'est tout à fait vrai. Ou simplement par des décisions personnelles, parce qu'elles se coupent de leur passé, comme on l'a dit, ça peut être psychologique, tout arrive. C'est plus complexe que cela. Elles y viennent. Et tout à coup, leur autorité, parce qu'on idéalise l'Arabie saoudite et l'autorité religieuse de là-bas, parce qu'on pense que tout vient de là-bas, et que les livres sont mis à disposition parce qu'on y met beaucoup d'argent en Arabie saoudite pour distribuer des livres, eh bien, on a cette interprétation-là. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait respecter l'autorité. J'ai dit faites attention. J'ai été très précis de ce point de vue-là et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'entendiez dans la précision de la formulation. Ne mettez pas des autorités les unes contre les autres. Utilisez l'autorité que vous avez à votre portée pour faire changer les compréhensions. Alors, permettez-moi. Il n'y a pas de contradiction. Je vais vous expliquer. Laissez-moi juste terminer. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, ma position par rapport à l'islam à travers le monde, et en particulier en Occident, est de remettre en cause la lecture salafi littéraliste. Vous m'avez aussi posé la question de savoir où je me situais. Je suis du courant réformiste. Alors j'explique très clairement les termes, parce que là il y a des termes savants qu'il ne faut pas utiliser de façon incongrue, parce que ça a été fait, en particulier par certains de mes détracteurs ou de mes détractrices en France. Le réformisme salafi. Qu'est-ce que c'est salafi? Salafi veut dire revenir aux 3 premiers siècles de l'islam, des 3 premières générations plutôt de l'islam. Mais en fait, pour trouver quoi? Et c'est pour ça que c'est important. Est-ce qu'on revient au texte du début ou est-ce qu'on trouve l'esprit de l'origine? Qu'est-ce que je dis quand je dis salafi? Des savants des premiers siècles étaient beaucoup plus courageux que nous le sommes. Ils avaient l'esprit du départ et le courage de l'interprétation. Ils venaient avec des interprétations complètement nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une pensée sclérosée. Donc, le réformisme salafi, c'est celui qui prend les textes au sérieux, mais qui insuffle le courage de l'arme critique, de la question sur le développement, qui n'est pas une pensée de la défensive. Aujourd'hui, il y a un réformisme de la défensive et il y a un réformisme de la réinterprétation. C'est ma position. Mon dernier livre sur cette question fondamentale s'appelle La réforme radicale, c'est-à-dire véritablement changer les bases mêmes de notre rapport. Déplacer le centre de l'autorité des savants des textes aux savants aussi des contextes, des différents contextes. Donc voilà quelle est ma position. Ça, c'est ma position et je fais face à des salafis. Je suis et je travaille. Partout où je vais, et vous le savez, je veux dire, demandez à n'importe quelle autorité politique de l'Europe ou même du Canada, je reviens du Canada où je vais dans le monde musulman, je reviens de Rabat, il y avait 4000 personnes à la dernière conférence, au Canada il y en avait 2000, et la dernière année il y en avait 12 000 à Paris. Donc en l'occurrence, cette parole elle est écoutée. Moi ce que je vous demande, c'est de considérer que ma parole est alliée de notre projet commun, pas de votre projet, de notre projet commun, qui est lequel? Je ne rigole pas avec le respect de la loi. Je veux qu'on respecte la loi française. Et la loi française, elle est déterminante. Et je l'ai dit et répété, vous respectez la loi du pays à partir du moment où les principes fondamentaux sont respectés. Quels sont les principes fondamentaux? Liberté de conscience, liberté de culte. Et j'ai ajouté
partout en Occident, ces deux principes fondamentaux sont respectés. Donc nous respectons la loi. Si je peux juste me permettre d'aller, parce qu'il y a quand même des questions sensibles. Vous voulez... J'y vais, je termine rapidement. Il faut laisser... Mais ce sont mais simplement sur cette question. Alors, avec ce travail-là, effectivement, faire un travail de pédagogie, un travail qui conteste l'autorité qui vient de là-bas, qui conteste son interprétation, qui montre, et puis vous savez, des personnes qui à un moment donné ont suivi l'autorité de l'Arabie saoudite par la vie qu'elles vivent ici, par les pressions, par l'émancipation, eh ben elles changent de rapport à l'autorité. J'en ai vu tellement qui hier sont venus et qui nous disaient c'est de là-bas que ça vient, et aujourd'hui les choses changent, parce que la vie... Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. En 25 ans, la pensée musulmane occidentale a vécu une révolution. Les réponses d'aujourd'hui ne sont pas les réponses d'hier. Mais pourquoi ? Par un coup de baguette magique? Non. La réalité de la vie, le terrain, la vie quotidienne, ça change des mentalités et ça nous pousse à changer notre rapport. Vous permettez, monsieur Je voudrais répondre. On va... Oui, un point rapide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a les intervenants. Je vais t'inscrire. Je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses, M. Tarek Ramadan. Vous dites cette mission me gêne. Donc je vais commencer par ça. L'objectif de la mission, c'est de faire un état des lieux de la question du voile intégral et de sa progression sur la voie publique. Et derrière la question du voile intégral, la question que vous n'abordez jamais, selon l'appréciation que nous avons confortée par les auditions depuis le mois de juillet, c'est premièrement, le voile intégral n'est pas un signe religieux. Et surtout, elle est sous-entendue par une dérive intégriste et fondamentaliste. Donc, vous dites, cette mission me gêne. Or, il faut que vous entendiez le fait que les parlementaires de l'Assemblée nationale attirent l'attention sur la question du voile intégral, mais qu'au-delà du voile intégral, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté communautaire de ce qui se passe dans la société française, d'une emprise du fondamentalisme dans certains territoires de notre pays. Je reste toujours sur la question du voile intégral. Donc ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, au-delà du débat idéologique, au-delà du débat sémantique, il y a un mal-être dans la société française, mais avant la mission. Il y a un mal-être dans la société française, y compris chez les musulmans, par rapport à cette réalité. Qu'on soit d'accord ou pas avec la question du voile intégral, c'est un autre problème. Et la mission, elle a pour but de répondre à cette question. Troisième réflexion. Vous n'êtes pas le premier à nous l'avoir fait. On a bien compris le problème. On nous parle que des femmes qui seraient converties ou qui seraient d'accord ou militantes. Mais vous devriez parler, y compris pour la question de l'islam et du travail que l'on veut faire avec les représentants du culte musulman en France. C'est justement, nous, on veut mener un combat politique pour faire régresser ces dérives intégristes fondamentalistes dans la société française et en même temps permettre qu'en France, voire dans d'autres pays, mais pour ce qui concerne la France, que l'islam ait droit de cité dans des conditions dignes de ce nom au XXIe siècle. C'est ça notre démarche. Or, il faudrait quand même que vous parliez des femmes qui sont contraintes. Parce que nous avons des exemples très précis, très concrets, que l'on voit de plus en plus aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise, dans la région parisienne, à Lille, et même on a eu des exemples très précis à Marseille.
il y a aujourd'hui dans certains territoires des situations contraintes de femmes qui portent le voile intégral. Exemple de jeunes femmes, y compris majeures, qui se retrouvent aujourd'hui à faire le passeport à l'état civil, qui sont empêchés de parler, et vous avez un homme, aujourd'hui violent, qui fait des menaces aux fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est 2 fois, 3 fois par semaine dans certaines mairies. Alors, il faut bien qu'on parle de ça. Si on veut un islam respectueux de la République, respectueux des lois, comme vous le dites, il faut bien qu'on ait un discours précis, concret, explicatif. Ce qui se passe aujourd'hui dans les maternités, il faut bien qu'on en parle. Pas pour stigmatiser les musulmans, au contraire, pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'islam et à la question du religieux, et ça n'a rien à voir au fait qu'on veut que l'islam trouve sa place dans la société française. Et puis, je pourrais développer d'autres sujets. On a eu 2 exemples, et je terminerai là-dessus. On a eu 2 exemples, mais on l'a retrouvé ailleurs, à Marseille. Au nom du religieux, mais je dirais du faux religieux, du non-respect de la République, du non-respect de la laïcité de la France, il y a une pression dans les quartiers, dans certains quartiers, où on dit aux jeunes filles adolescentes qu'il ne faut pas faire du sport, qu'il ne faut pas faire de piscine, et nous avons des collèges avec 50% de jeunes filles qui ne vont pas faire le sport et la piscine. C'est contraire et à la République, c'est contraire au principe de la laïcité, c'est contraire au principe de l'école publique. Donc nous, ce que nous voulons, pour bien préciser les choses, et nous avons fait ça depuis le début, et c'est pour ça que j'ai accepté, quand on s'est réunis le 23 septembre avec la mission parlementaire, j'ai accepté, comme j'ai accepté d'autres propositions, votre audition, puisque vous faites partie des gens qui sont, que l'on dit, controversés. Mais à la limite, on a besoin de vous parler, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. On n'est même pas ici pour vous convaincre, c'est même pas ça la question. Nous, on veut clarifier un débat avec les Français. On veut clarifier avec un débat avec les Français, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs. Et on veut clarifier un débat sur la nécessité. Et qui ne croit pas. Tu as raison, Jean. Remarque pertinente. Mais j'insistais sur la question de la 2e religion de France, sur le fait que l'on veut que la 2e religion de France, elle ait toute sa place dans ce pays, un islam de France respectueux de la République et des principes de laïcité. Donc, c'est important que vous-même, vous nous disiez, sur la question du voile intégral, tout ce qui est mauvais, toute cette attitude violente, voire pour certains fanatiques, aujourd'hui, qui portent tort à l'islam, qui portent tort à tout le travail que l'on mène, et ça va être très, très important. Je voulais par rapport au travail de la mission depuis le début. Alors, il y a Chantal Robin-Rodigo, oui, qui est là. Alors, Monsieur... J'ai trop parlé. Chantal. Monsieur Ramadan, à aucun moment dans l'exposé que vous avez fait, qui était pourtant très, très précis, dans l'explication, dans le pourquoi, d'où vient le port de la burqa, vous n'avez évoqué la pression, j'y reviens, l'obligation qui est faite par les hommes sur les femmes de porter la burqa. Pourquoi ? Cela laisse à penser que vous estimez que la femme qui porte la burqa le fait en toute liberté. J'aimerais vous entendre sur ce sujet d'une façon très claire. De même, le port de la burqa est-il pour vous une atteinte aux droits des femmes ? Réponse claire, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour vous une restriction de leur liberté ? Est-ce que c'est une atteinte à leur dignité ? Merci. Alors. Comme ça a déjà été dit précédemment, je me suis opposée à votre invitation, Monsieur Ramadan,
dès que j'ai entendu votre nom, puisqu'on vous a lu, on vous a écouté, vous savez. Et de l'opposition à votre invitation, je vais sortir de cette audition peut-être avec encore plus d'inquiétude qu'en y entrant. J'y suis entrée justement avec un esprit d'ouverture et de tolérance parce que je suis très impliquée dans cette mission. La première constatation que vous faites en arrivant, c'est de remettre en cause cette mission. Cette mission, elle n'est pas née des propos de M. Sarkozy. Nous ne sommes pas tous à l'UMP dans cette mission, petit 1. Cette mission, elle est née de propositions de notre président bien avant les propos du président de la République, et elle est née du fait que les élus locaux, que les élus législatifs sont confrontés à un certain nombre de problématiques sur leur territoire qui leur posent problème. Ça, on ne peut pas le nier. Vous rentrez en disant qu'il ne faut pas que nous fassions une loi. Mais qui vous a dit que nous allions sortir de cette mission avec une loi? Vous entrez en nous disant il ne faut pas une loi. Vous l'avez dit au moins 4 fois dans votre discours. Moi, je suis rentré dans cette mission en disant qu'il ne fallait pas de loi. À finir, je vais en vouloir une. Et à vous écouter, 25 ans que vous faites ce que je pense, moi, de la pédagogie. 25 ans que vous faites du réformisme. C'est mon idée première en entrant dans la mission. Mais ça ne marche pas. Mon problème, c'est que ça ne marche pas. Moi, je veux bien vous croire, je veux bien vous écouter. 25 ans que vous faites ça. Sauf que depuis 25 ans, dans nos quartiers, nous avons une explosion du radicalisme, de certaines formes de choses qui nous posent problème. Effectivement, moi, des femmes avec un voile intégral, dans ma circonscription, il y a 10 ans, je n'en voyais pas. Aujourd'hui, j'en vois tous les jours. Donc, vous n'avez pas réussi, monsieur Ramadan. Tout ce que vous avez fait, les milliers de conférences, 4 000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, les plateaux de télé. Eh bien, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vois des burqas alors que je n'en voyais pas? Pourquoi est-ce que le vivre ensemble, plus vous avez parlé de questions sociales, mais je pourrais même vous donner raison à 100%. Nous, les femmes ici présentes, on n'a pas toutes l'ENA, on n'a pas toutes fait Sciences Po, on a aussi notre identité sociale. Et nous nous sommes battus justement pour sortir parfois de nos propres ghettos et pour devenir parlementaires de cette merveilleuse République qui nous permet de le devenir. Mais nous nous battons pour la parité, mais nous nous battons pour que les femmes soient exactement égalitaires de l'homme partout, de la même manière, dans les droits politiques, dans les droits sociaux, dans les droits individuels. Et la liberté de ce pays, la liberté fondamentale, la valeur même de la République et de la laïcité, c'est ça. Or, moi, républicaine, tolérante, quand je vois une gamine, parce que vous savez, quand elle n'est pas formée, quand elle n'a pas de poitrine, quand elle n'a pas de fesses, que je vois une personne dans ma circonscription complètement voilée, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui est en dessous, si je n'entends pas sa voix. Le vivre ensemble de cette femme que je vois à côté de moi dans le métro, dans un cabinet de radiologie la semaine dernière, j'ai envie de voir son sourire, j'ai envie de voir ce qu'elle pense, j'ai envie de l'apprécier comme je peux vous regarder aujourd'hui. Donc cette condamnation du fait que, loi ou pas loi, je ne vous dis pas qu'il faut une loi, vous voyez, que le fait, si justement vous aviez réussi, si justement vous, le CFCM et d'autres, aviez réussi, on n'aurait pas besoin d'avoir une mission aujourd'hui. Alors, Ameline, Merci, Nicole, merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais naturellement me joindre à ce qui a été dit sur le lien égalité et droits des femmes. Je crois qu'en effet, on ne peut pas dissocier aujourd'hui la perception que l'on a du voile intégral au regard du droit des femmes. Et à cet égard, je pense que le fait de considérer, comme nous le faisons, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous, le voile intégral comme une contrainte, et certainement pas comme une liberté, n'est pas une perception occidentale. Il n'est qu'à voir la situation des femmes à Kaboul. J'ai le souvenir, dans l'un des lieux où elles sont libres, de ce premier geste qui est d'ôter la burqa. Donc je pense qu'effectivement c'est le combat des femmes dans le monde, et non pas, encore une fois, une perception purement occidentale. C'est aussi peut-être méconnaître, mais je ne peux pas le supposer, la loi française que de penser que la loi interdit et réprime. La loi est dans son rôle lorsqu'elle modernise, lorsqu'elle protège, et aussi lorsqu'elle fait avancer les valeurs républicaines. Et l'ensemble des progrès liés précisément aux droits des femmes a souvent été lié à la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, la loi peut être tout à fait un recours, et je m'associe pleinement à ce qui a été dit, pour toutes celles qui, effectivement, pourront éventuellement
y avoir recours, ou en tout cas s'appuyer sur ces dispositions pour éviter cette contrainte. Je voudrais revenir simplement sur ce que vous avez dit en disant la dissimulation d'identité, là nous sommes pleinement d'accord, c'est parfaitement normal, et là pas d'état d'âme en clair. Est-ce à dire qu'une loi qui fonderait sur l'ordre public une interdiction de dissimuler son identité vous semblerait-elle acceptable? Paul Angevin, et après j'ai... Vous êtes inscrit, cher collègue? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Ramadan, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne vous ai pas lu intégralement, évidemment, et je considère que je n'ai pas à sonder les reins et les cœurs. Donc, moi, je me contente d'entendre ce que vous dites. Et je considère qu'il y a eu, dans vos propos, un certain nombre d'éléments qui me semblent intéressants pour faire avancer le débat. Par exemple, le fait que vous ayez souligné qu'effectivement, c'est la loi du pays qui prime sur toute autre considération, ça me semble un élément important dans les réflexions que nous avons aujourd'hui. Quand vous dites également que des considérations d'ordre public peuvent être importantes, et notamment de sécurité, peuvent être importantes pour que les personnes montrent leur visage, je pense que là encore, c'est un élément du débat qui est pas négligeable. Évidemment, il nous appartient à nous de décider s'il y aura une loi et quelle loi il y aura. Mais l'importance de la loi que vous avez soulignée me semble quelque chose de positif. J'ai noté aussi, et là c'est pour nous dans notre réflexion, ce que vous avez souligné sur le fait que la loi ne suffira pas et qu'il faudra un accompagnement pédagogique et psychologique. Et là aussi, je pense que c'est un point que nous devons tout à fait prendre en considération dans les recommandations que nous allons formuler. Et enfin, dans ce que vous avez dit, de dire qu'il faut passer d'une attitude victimaire à une citoyenneté active, et ceci à l'égard de beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent un peu difficilement dans notre pays, les débats en cours, je crois que là encore, c'est un point qui mérite d'être soulevé. Alors évidemment, il faut préciser, pour que ce soit vraiment évacué tout malentendu, que pour la plupart des députés qui sont dans cette mission, il est hors de question de stigmatiser en quoi que ce soit la confession musulmane et que bien évidemment nos concitoyens qui pratiquent la religion musulmane ont tout à fait, selon nous, le droit au respect de leurs convictions et de l'expression de leurs convictions. Donc, une fois qu'on a évacué ces faux débats, je pense qu'on peut, moi, ce que j'attendrais un peu de vous et ce que je pourrais solliciter, c'est que vous fassiez comprendre à tous ces gens pour qui votre parole a du poids, ce dont je ne doute pas, que vous leur fassiez comprendre que par ce type d'excès vestimentaire, qui peut-être, comme vous le dites, soulève ou exprime un mal-être, eh bien, ce que nous craignons, c'est qu'il ne ruine les efforts qui sont faits depuis des années dans ce pays par un certain nombre d'organisations antiracistes, un certain nombre de progressistes, précisément pour faciliter le vivre ensemble et lever les préjugés. Donc je crois que véritablement, vous pouvez avoir un rôle extrêmement important pour pouvoir nous aider dans ce combat contre les fondamentalismes, en disant que quand on fait ce combat, ce n'est pas la République contre l'islam, c'est aussi un combat qui est important pour tous ceux qui sont attachés à ce que les musulmans de ce pays vivent bien dans ce pays et se sentent parfaitement citoyens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, dans votre propos très complet, vous avez évoqué plusieurs aspects. Je vais en retenir un que vous avez cité à la fin sur la nécessité pour une grande partie des gens issus de la communauté musulmane de bien comprendre ce qu'était le respect républicain et de faire en sorte, en parallèle, que nous puissions faire ensemble un travail de l'intérieur pour aider celles et ceux qui seraient aujourd'hui peu intégrés ou mal intégrés à l'être mieux dans la société française de demain, celle du XXIe siècle. Vous avez parlé d'un élément qui m'apparaît important, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent
dans les contacts que l'on a sur le terrain notamment, c'est l'attitude victimaire. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et dans les contacts que l'on a particulièrement avec des jeunes issus de la communauté musulmane, un certain nombre de ces jeunes qui considèrent qu'ils sont victimes. Alors victimes, pour certains, de principes républicains dévoyés, d'autres peut-être d'une attitude particulière d'une autre partie de la société française, et vous voulez les amener, je vous cite, à une attitude de citoyen responsable. En cela, bien entendu, nous avons ensemble un très gros chantier, pas simplement à ouvrir, mais dans la réflexion et aussi dans les attitudes. Je crois qu'il faudra expliquer demain, et c'est un point important, ce que c'est que l'attitude victimaire et pourquoi on en est arrivé là. Alors, rapidement, parce que je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites, et moi je souhaiterais vous interroger sur un point. Dans les réflexions qui sont les nôtres, et je pense que tous les gens qui sont dans cette mission ont eu à un moment donné à réfléchir là-dessus, il y a bien entendu ce problème qui se pose aujourd'hui du port du voile intégral, mais il n'y a pas simplement ce problème. La complexité de l'organisation de notre société fait que nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, confrontés à des problèmes dans les hôpitaux publics, avec des femmes qui refusent parfois d'avoir un gynéco homme qui puisse s'occuper de leurs difficultés. Nous sommes soumis parfois à forte pression sur l'organisation des repas dans les cantines scolaires, notamment pour les villes, dans les mairies. Nous avons aussi quelques demandes parfois de créneaux spécialisés pour l'organisation des piscines, notamment dans les piscines publiques. Autant de cas qui font qu'on arrive aussi aujourd'hui à parler, par exemple, du port du voile intégral. Pour moi, en tout cas, c'est un tout. Et la question que je voudrais vous poser est très simple. Est-ce que vous considérez que par ces attitudes, une partie de la société dite victimaire teste la République française, ou est-ce que vous considérez au contraire que la réponse de la République doit être très ferme par rapport à ces attitudes? Alors, Groscos, Jacques Biard et Françoise Briand. Allez. Oui, merci, Monsieur le Président. Je rebondirai, je m'inscris dans tout ce qui a été dit jusqu'alors, mais je reprends votre terme tout à l'heure. Vous avez dit, vous êtes tout à fait d'accord pour le respect de la loi, à condition qu'il y a respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Donc, vous insistez pour le respect de la loi pour certains, à condition que la réciprocité existe, à savoir, encore une fois, le respect de conscience et la liberté de culte. Or, mes collègues l'ont bien rappelé, de plus en plus, l'islam, et je ne veux pas stigmatiser l'islam, mais l'islam extrémiste envahit le champ social. Cela a été dit, ça a été rappelé dans tous les domaines que ce soit. Et de plus en plus, dans le cadre de cet envahissement de ce champ social, ça nous pose problème. Ça a été dit aussi. De surcroît, vous avez mis en préambule, vous avez émis des doutes quant à la validité de la loi qui pourrait être préconisée par l'Assemblée nationale. Donc vous mettez en doute, j'allais dire, la souveraineté, l'expression souveraine de la loi. Et notre souveraineté par ailleurs. Donc de tout ceci, moi, il me paraît que quelque part c'est un peu particulier et j'en veux pour preuve. Et je voudrais que vous m'expliquiez, par exemple, puisque vous me dites, encore une fois, on respecte la loi à condition qu'on respecte la liberté de culte. Si je me trouve dans un cadre particulier qui est l'entreprise, par exemple, et le respect du culte devrait permettre à l'entreprise permettre aux musulmans, dans le cadre de l'entreprise, de faire la prière X fois par jour, par exemple. Cela supposerait, à mon avis, une modification profonde du Code du travail, par exemple. Alors, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Il n'y a pas que le problème du voile intégral. Il y a toutes les ramifications de l'expression de l'islam dans le champ social. Voilà, je voudrais savoir que vous répondiez à ceci. Bref. Oui, je suis désolé, vous n'avez pas répondu à la contradiction que je vois dans votre propos. Je suis prêt à accepter que vous ayez essayé de faire un travail en interne pour dire, attendez les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre école dit ça, mais sachez qu'il y a d'autres écoles qui bannissent le niqab, voire la burqa, ou d'autres habits de ce type. Mais quand vous nous dites ne faisons pas de loi, vous aboutissez à quoi en pratique? À ce que la loi religieuse s'applique dans l'ordre social de la République.
s'applique dans l'ordre religieux. Et ça s'appelle du communautarisme. C'est contraire à beaucoup de principes qui, pour nous, sont structurants de nos sociétés. Alors, je vous rassure, hein, sur la Convention européenne des droits de l'homme, alors là, je n'ai aucun doute, une loi votée par le Parlement, il n'y a aucun problème sur ce thème. Je vous le dis. Parce que jamais la Cour européenne mettra en cause une loi qui est le résultat d'un processus démocratique sur des affaires sociétales. Ça, je suis formel là-dessus. C'est même pas la peine d'essayer. Et je peux vous dire, il y a déjà des arrêts qui ont été rendus en faveur de la Turquie, vous le savez, sur le voile. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, donc, le problème, il est là. Alors, moi, je dis, où il y a une contradiction, parce que votre pédagogie, comme ça a été souligné tout à l'heure, là, c'est limite. Donc, il y a un moment, la norme sociale du suffrage universel voté démocratiquement doit primer. Alors, de deux choses l'une, ou c'est une contradiction que vous ne voulez pas reconnaître, ou c'est plus grave, c'est une hypocrisie. Alors, dernier intervenant, Françoise Briand. Monsieur Ramadan, je ne connais pas vos œuvres, donc je vais vous poser une question. Elle va être très directe et très personnelle. Est-ce que vous l'acceptez? Il a été dit tout à l'heure que vous aviez un double discours. Vous avez répondu à cette question. Pour moi, et je pense aussi pour l'autre collègue, pour que les choses soient bien claires, est-ce que vous acceptez de nous dire si dans votre famille ou dans votre entourage, les femmes portent ou certaines portent le voile intégral? Alors, c'est à vous, Tariq Ramadan. Nous avons une quinzaine de minutes. 15 minutes seulement pour tout ça. Franchement, non, mais le problème, vous voyez, on vous a invité, on vous a auditionné. Non, mais et je pense que c'était très important pour nous, tout à fait. Quelles que soient les appréciations de chacun. Je vous en prie. Je vous remercie de m'inviter, mais le problème, c'est quand vous avez autant de questions et que j'ai si peu de temps, ça donne envie. Mais on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui. Non, mais attendez, s'il y a autant de questions et si j'ai si peu de temps pour répondre, ça donne l'impression que j'évite certaines questions alors que j'aimerais pouvoir répondre. Le sujet ne sera pas épuisé aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas la question du sujet, c'est la question des réponses qu'on m'interpelle. Je vais essayer d'aller très très vite. Madame, vous aviez dit une chose à laquelle je n'ai pas pu répondre sur les femmes et la question du féminisme. Je veux dire, ça fait encore une fois plus de 25 ans que je me bats là-dessus, que dans le monde majoritairement musulman, mais qu'également en Occident, dans les communautés musulmanes, je suis perçu comme quelqu'un qui défend la cause des femmes. Alors, je défends effectivement le droit à l'émancipation et le droit à l'autonomie. Je défends la possibilité de travailler, d'avoir le même salaire, de pouvoir lutter, et j'ai lancé une campagne contre les mariages forcés. J'aimerais que vous entendiez tout ça parce que ça fait partie de mon rapport. Ce que vous aviez dit, que j'avais dit à Budapest n'est pas de mon fait, et je vous le dis aussi clairement que cela. Jamais de ma vie je n'aurais pu dire une chose pareille, puisque au contraire, madame, ce que je dis, c'est que je n'ai absolument aucun problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout article confondu, et que je n'ai jamais tenu à ce propos-là. Mais par contre, quand vous avez dit déranger l'autre, en anglais c'est to bother you. Et en fait, je citais un intellectuel américain qui disait, en fait, j'ai pas envie que vous m'acceptiez, j'ai envie de vous déranger. Et son interpellation était intéressante, et je la citais, cette personne, en disant que son but, c'était d'ouvrir par la présence qui interpelle un débat critique. Ça n'était pas une citation de ma part, c'était une citation d'un intellectuel américain. Pour aller vite sur la question de la mission qui me gêne et tout ce que vous avez mis en évidence. Attendez, j'ai étudié toute l'historique de votre mission, et il y a effectivement une mission qui naît à un moment donné. Vous me direz que c'est lié uniquement aux réalités sociales. Je pense quand même qu'il y avait une réalité politique, qu'il y a eu un discours. On peut ne pas être d'accord sur l'interprétation de l'historique. En tout cas, je ne pense pas que le hasard soit dans quelque chose là-dedans. C'est arrivé à un moment tout à fait précis. Deuxième des choses que vous mettiez en évidence, c'est que lié à cette commission, il y a bien l'idée de savoir si oui ou non on doit faire une loi. Alors quand j'entre là, non mais j'ai pas dit que vous alliez la faire, mais le fait que vous disiez oui ou non, ben j'entre en questionnant et en pensant que c'est une mauvaise idée d'aller dans le sens d'une loi. Donc je donne une opinion, je suis auditionné pour donner un point de vue. Et donc ce que vous avez mis en évidence, cette dérive, cette nouvelle visibilité, il y a deux facteurs historiques dont vous devez tenir compte. Parce que
statistiquement parlant, il y a une plus grande visibilité, mais il y a aussi à tenir compte du fait que le nombre de citoyens français de confession musulmane a augmenté et que les deuxième, troisième générations sont forcément de plus visibles. Est-ce que, et c'est ça la vraie question, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on parle de quelques centaines, voire de 1 millier ou plus de femmes qui pourraient porter la burqa, on n'en sait rien, en fait, en gros, ce sont des estimations. Mais attention, avec l'ensemble des générations qui sont aujourd'hui visibles sur le territoire français, avoir si peu de présence, est-ce que proportionnellement à la présence entière des musulmans, on est dans l'augmentation, oui ou non? Je vous dirais que non, en fait. Il faut vérifier ça. Et ça, je pense que... Non, attendez, proportionnellement à la quantité des citoyens français, non pas simplement à la visibilité, parce que la visibilité, elle sera forcément plus grande, puisque de toute façon, ils sont plus nombreux. Donc il faut faire attention aux illusions d'optique. Et les illusions d'optique en matière sociale sont problématiques. Deuxième des choses par rapport à cela, c'est la question du mal-être, et vous avez mis en évidence, et c'est là où j'ai commencé mon propos en disant, attention, ne mélangeons pas tout. Parce que la question de la burqa, en fait, et c'est pour ça que j'ai entendu ce que vous aviez dit, c'est un tout, en fait, que vous êtes en train de porter, et vous parlez des hôpitaux, et vous parlez des écoles, et vous parlez de la nourriture, mais vous devez bien comprendre que passer par la burqa pour poser les vraies questions que vous posez, ça ne peut être perçu, parce que la question c'est de la perception, que comme une stigmatisation. Prendre l'extrême pour questionner la norme n'est pas un dispositif politique qui soit raisonnable. Je ne pense pas du tout, parce que les gens ne se sentent pas concernés par la burqa. Ils ne se sentent pas concernés par le niqab parce que l'immense majorité des 4, 5 millions de Français de musulmans qui vivent en France, dont certains sont français de confession musulmane, ils sont contre cette prescription-là. Alors quand vous leur dites, c'est par la burqa qu'on va parler des hôpitaux, ils disent, mais de quoi vous parlez? Quel prétexte avez-vous utilisé pour poser des questions de fond? Et la forme fait partie du fond dans les débats sociaux, permettez-moi de dire. Et quand vous me faites... alors, attends. Juste une chose, j'ai parlé du fait que des femmes, et j'ai essayé d'expliquer de l'intérieur pourquoi des femmes pouvaient y aller, pouvaient porter Vous me posez la question de la pression. Bien entendu qu'il y a des pressions, et je l'ai dit et je le répète, je ne nie pas la question. Mais attendez, s'il vous plaît, je vous ai écouté pendant toutes ces questions, j'ai 15 minutes pour répondre, si vous m'interpellez, ça va être difficile. Juste que j'aimerais dire une chose de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, sur la question de la... Pardon ? Non, ce n'est pas une statut de victime, c'est simplement de considérer objectivement le temps qui m'est imparti. Ce n'est pas du tout une attitude victimaire, c'est une attitude objective. Donc en l'occurrence ici, ce qui me paraît déterminant, c'est effectivement de reconnaître cela, mais de reconnaître qu'il n'y a pas que cela, que le problème est plus profond, mais ce problème-là, non. On l'a dit déjà par rapport aux femmes qui portaient le foulard, toutes seraient... Attendez, mais même en Afghanistan, on le sait par des études et des femmes qui sont allées, et des femmes qui sont des féministes occidentales et qui sont allées, ont vu des femmes revenir au niqab sur des questions culturelles et elles le revendiquer. C'est-à-dire que c'est problématique, c'est-à-dire on a un vrai problème de femmes qui, parce que, attention, l'autodiscrimination ou la non-émancipation, ou si vous voulez, le caractère induit d'une représentation de soi dans le cadre social, ce n'est pas uniquement quelque chose qui vient des femmes, des hommes, ça peut aussi venir des femmes. Il faut savoir parfois que c'est induit. Par exemple, sur la question de l'excision, on sait aujourd'hui que des femmes le portent, donc il faut se rendre compte que c'est quand même plus complexe de cela. J'aimerais simplement dire une chose, qui est là, pas du tout d'un point de vue victimaire, je trouve, mais véritablement, problématique qu'on me dise en même temps je suis tolérant, je suis ouvert, et en même temps on se pose la question de savoir si on doit me recevoir pour m'entendre. Qu'est-ce que cette... Non, mais attendez. Non, c'est pas la question du double discours. Et si même j'avais un triple discours, monsieur, votre autorité politique devrait de me recevoir et de m'entendre, et non pas... Non, mais là vous étiez contre, en l'occurrence, et je ne sais pas comment. Aujourd'hui, en France, dans ce pays que j'aime et dans lequel je suis impliqué depuis des années, aujourd'hui, on m'interdit de parole dans les domaines universitaires. Et là, vous auriez voulu que je n'y vienne pas. Monsieur Tariq Ramadan, on vous interdit pas de parole puisque vous êtes... Non, attendez, il y a quand même des personnes qui s'y sont opposées objectivement. Donc ça, c'était la deuxième question. Et sur ce que vous avez dit sur la question de la pression des quartiers et de cette évolution-là, encore une fois, il y a de ce point de vue-là un vrai
une réalité. La pression existe. Il ne s'agit pas de la nier. Maintenant, il faut savoir proportion garder et regarder les vrais phénomènes sociaux. Je suis pas d'accord avec vous sur l'analyse des vrais courants. Je pense que d'autres choses sont en train de se passer. Et ça me permet d'arriver très rapidement, puisqu'il me reste 7 minutes, si je compte bien mon temps, à ce que vous disiez sur vous n'avez jamais parlé de la pression. Si j'en ai parlé, effectivement, au moment des questions, parce qu'en 15 minutes, vous ne dites pas tout, mais je suis d'accord et je ne le nie pas sur cette question-là. Mais vous avez dit aussi une chose qui me paraissait déterminante aussi pendant ces 25 années. Non, madame, le travail porte. Et le travail porte tellement que je vais vous dire une chose. Si nous ne menions pas un travail de terrain, si vous n'aviez pas allé aujourd'hui et observé les cadres et les leaders, le nouveau leadership, dont en particulier le nouveau leadership féminin dans les communautés musulmanes. Le discours majoritaire de ce pays, c'est respectons la loi du pays, c'est nous sommes des Français, c'est nous respectons la loi et nous sommes loyaux. Même plus que ça, l'acquisition de la langue. Donc je vais vous dire une chose, tout ce travail-là, il porte, mais il est un travail à long terme. Alors effectivement, vous pouvez avoir l'impression que la visibilité de certains cache la forêt des autres, mais je vous demande, vous avez une autorité politique, vous avez un engagement politique, ne vous laissez pas tromper par les quelques cas qui ne disent pas les courants de fond. On a énormément évolué aujourd'hui et ce travail-là, vous dites qu'il est un échec. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on a énormément avancé, que les choses ont évolué. Encore une fois, c'est pas parfait, mais on a évolué. Maintenant, sur vos questions que vous avez voulu particulièrement précises, oui, clairement, il y a des hommes qui font pression sur les femmes. Il y a non pas simplement des hommes seulement, mais il y a tout un contexte socio-culturel, parfois même la ghettoisation sociale, des gens qui sont ensemble. Cette pression existe, on ne peut pas la nier. Toute la question est de savoir comment on en sort, parce qu'une loi qui s'ajouterait à la pression sociale serait un double isolement et non pas un facteur d'émancipation potentielle. Tout ce que l'on peut rationnellement et raisonnablement considérer serait de cette nature-là. Est-ce que c'est une atteinte aux droits des femmes? Oui. Est-ce que c'est une restriction des libertés? Oui. Est-ce que c'est une atteinte à leur dignité? Oui. Je ne peux pas être plus clair, les choses ont été dites. Remettre en cause la commission, je ne remets pas en cause la commission. Je suis invité à une commission qui se pose la question de savoir s'il y a une loi, je ne remets pas en cause. Je discute les termes du débat de la commission. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aller de l'avant. Sur ce qui a été dit par rapport à la loi elle-même, je n'ai jamais dit que la loi interdit et réprime dans ce que vous avez dit. Mais vous savez bien, madame, toute négociation légale ou toute jurisprudence a l'effet objectif de ce qu'elle cadre et l'effet subjectif de ce que elle traduit. Et aujourd'hui, une loi de ce sens-là, en passant par l'extrême pour envoyer un message aux musulmans, on a des problèmes dans les piscines, on a des problèmes dans les repas, tout ceci sera contre-productif, ça ne sera pas entendu. Ça n'est pas une façon de porter le débat. Aujourd'hui, c'est mon opinion, et je pense de ce point de vue-là que la loi est une mauvaise solution. Maintenant, vous m'avez posé une question extrêmement claire, mais j'ai pris position auparavant au Canada, dans des situations tout à fait spécifiques, où vous allez voter, où vous devez avoir montré votre identité quand vous êtes interpellé par la police, ou dans des situations tout à fait particulières. Ça ne me pose absolument, c'est même pas une question. C'est-à-dire que pour moi, les choses doivent être claires. Mais attention, qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire marcher dans la rue et qu'on soit interpellé par la police. Oui, là, on doit, de ce point de vue-là, montrer son identité. Il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Mais pas d'une interpellation discriminatoire, mais une interpellation qui ait un sens pour les questions de sécurité et d'ordre public. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Maintenant, sur la question de... Mais vous savez, j'entends des choses assez sidérantes. Je dis, je ne remets pas en question la souveraineté de la France de décider, mais nous sommes dans un cadre européen et nous sommes dans un cadre où les lois décidées en France sont et peuvent être discutées à un niveau qui est à un niveau second, c'est-à-dire au niveau européen. Il ne s'agit pas de remettre en cause la souveraineté, il s'agit de se poser la question parfois, parce que ça arrive, la Cour européenne a parfois pris des décisions qui étaient de contester les décisions nationales parce qu'on considérait qu'elles étaient discriminatoires. Vous dites que ça ne marcherait pas. Contre votre opinion de politicien, il y a 8 opinions de juristes et de constitutionnalistes européens qui vous donnent tort, et donc vous devriez aussi les entendre.
Laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Merci de juste que je puisse aller de l'avant. Sur la question j'ai pas dit que la loi ne suffisait pas et qu'il fallait une pédagogie en plus. Je pense que la loi est le mauvais moyen. Il ne faut pas de loi, mais il faut une vraie pédagogie, un vrai travail de fond, parce que je pense que le cadre légal tel qu'il est entendu aujourd'hui est problématique. Vous me dites il faut faire un travail de ce point de vue-là pour que les Français de confession musulmane ne se sentent pas stigmatisés. Ce travail, on le fait. Moi, je suis absolument contre cette pensée victimaire. Je suis pour que des Français se réveillent, qu'ils soient dans la contribution. Moi, je suis pour la post-intégration, c'est-à-dire la contribution active à l'avenir de ce pays-là. Mais vous m'avouerez quand même que tout ce remue-ménage autour de l'intégration, de la loi de la burqa, ça peut donner à des citoyens ordinaires l'impression que l'islam est un problème et qu'il est stigmatisé. Il faudrait aussi que les politiciens se posent la question, est-ce que nous avons la bonne méthode de poser les problèmes, même au niveau local et même au niveau national? Parce que j'ai la prétention de penser que les dynamiques locales des autorités locales et municipales font beaucoup plus avancer les choses que nos polémiques nationales. Nos polémiques nationales sont des freins à la véritable intégration. Ce que je vois sur le terrain, j'ai discuté avec des maires en France. Il y a des maires qui me disent, parce qu'avec le travail de diabolisation, ils viennent me voir et ils me parlent, ils me disent mais on a fait un travail, on discute avec les leaders, et ça avance beaucoup plus qu'on croit. Et ça, je crois qu'on a une mauvaise idée de penser que la France est en train d'échouer. Il y a des problèmes, il faut les considérer, on doit aller de l'avant, on doit avoir un débat critique, serein, mais les dynamiques locales sont beaucoup plus intéressante que les débats polarisés nationaux. Je pense que de ce point de vue-là... Non, attendez, j'ai 2 minutes encore, ça me donne mon temps. Je suis très suisse sur la... Je vous donne 2 minutes. On peut avoir... La lumière vient de la Suisse, même en question de temps. On a vraiment le sentiment que les responsables politiques nationaux ont des idées tout à fait intéressantes et positives. Alors, simplement une chose, sur la question des... Vous savez, là, vous avez posé des questions sur les hôpitaux, sur les repas et tout ceci. Il y a des réponses qui sont venues déjà. Sur la question des hôpitaux, on a pris des positions. J'ai pris des positions extrêmement claires. Quand vous avez le choix, comme n'importe quel citoyen, d'aller chez un médecin, ça pose pas de problème. Mais quand vous allez dans un hôpital et c'est un homme et que vous êtes une femme, vous y allez. Rien en islam n'empêche ceci. Et là, sur la question des mariages forcés, sur la question de la nourriture, on a apporté. Il faut entendre nos réponses et non pas simplement les anecdotes spécifiques, parce que c'est notre responsabilité de pousser à se faire entendre ces réponses, c'est aussi votre responsabilité de connaître ces réponses pour pouvoir interpeller ceux qui viennent avec encore des perceptions qui sont des traditions du pays d'origine. Je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Il y avait quand même une question que je ne peux pas à laquelle je ne peux pas ne pas répondre. Quand je dis le respect de la loi, à la condition, attendez, qu'on soit extrêmement clair, parce qu'il ne faut pas couper ma phrase. Le respect de la Constitution et le respect des lois du pays, à partir du moment où on respecte votre liberté de conscience et de culte. Mais attendez, ce que je dis clairement et que j'ajoute dans tous mes textes, toutes les lois occidentales, de tous les pays occidentaux, respectent fondamentalement la loi de la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais vous êtes peut-être juriste ou vous ne l'êtes pas, mais la loi d'un pays n'a rien à voir avec le règlement d'une institution ou d'une entreprise. Dans l'entreprise, on a des règles. Et d'un point de vue musulman, quand vous travaillez dans une entreprise et que dans le temps de votre travail, vous ne pouvez pas accomplir votre prière, vous faites votre prière après le temps du travail. Parce que la flexibilité de l'islam permet le respect de la règle. Donc vous avez transférer la loi fondamentale d'un pays, qu'on respecte absolument, avec le règlement d'une institution ou d'une entreprise qui est totalement différent. Ce sont 2 ordres qui sont différents. Et vous voyez bien ma réponse. Respect clair, sans condition de la loi commune, pour arriver aujourd'hui à la flexibilité qui est la nôtre. Et mon dernier point, parce que je n'aimerais pas partir d'ici sans avoir à le dire et j'aimerais le répéter, c'est que quand j'entends tout ce débat-là, pourquoi est-ce qu'il me gêne et pourquoi aujourd'hui je suis venu? S'il me gênait fondamentalement, je ne serais pas venu en disant c'est complètement inutile. Parce que je pense qu'il y a des bonnes questions, mais que l'approche peut être contestable. C'est ce que je conteste, c'est-à-dire penser à une loi sur la burqa pour poser les vraies questions qui sont celles que vous avez posées. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose. Si vous voulez aujourd'hui lutter contre les pressions communautaires dans les banlieues, dans les cités et la nouvelle visibilité réactive, s'il vous plaît, faites en sorte que les leaders musulmans de ce pays soient vos alliés dans une meilleure compréhension de l'islam et ne culturalisez pas et n'islamisez pas les problèmes sociaux. Les jeunes, ils viendront à un islam de la fermeture tant qu'ils n'auront pas de travail, tant qu'ils n'auront pas accès à l'égalité. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les politiciens de ce pays se réconcilient avec la vraie politique. Les jeunes dans les banlieues, dans les territoires où on ne va pas, ce sont
ce sont aujourd'hui des jeunes qui ont besoin qu'on les respecte comme des citoyens français et qu'on cesse de les questionner chaque fois qu'il y a un problème. Quand est-ce que vous allez devenir français? Vous savez, vos concitoyens français de confession musulmane sont français. Il faut que vous l'entendiez. Faites confiance aux responsables, à la représentation nationale. Il y avait un droit de réponse à Jean. Si. Je vais juste dire, vu que vous l'avez questionné plusieurs fois. En une minute. Et puis on en reste là. Je n'ai pas voulu Vas-y, insister, Jean. M. Ramadan. Je confirme que je considérais cette audition comme superflue ou inutile et je voudrais interroger les membres de la mission. Qu'est-ce que vous allez en tirer? Franchement. Et je suis très désireux que les membres me disent ce qu'ils auront tiré de cette audition. Moi, je vais vous dire ce que M. Ramadan va tirer, c'est qu'en sortant de là, il aura 20 caméras de télévision. Merci. Monsieur, les citoyens français, non, je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça. Les citoyens français, monsieur, entendront ce que vous venez de dire, entendront que des responsables politiques ne tireront rien d'avoir entendu un acteur de la société. Monsieur Ramadan. Pas honnête. Monsieur Ramadan, Monsieur Ramadan, je préside cette assemblée et cette mission, je préside cette mission et je crois qu'il n'y a aucun débat. En tous les cas, c'est le principe de la mission depuis le début. Il n'y a aucun débat que l'on veut esquiver ou contourner, quels que soient nos sentiments. Et je suis très content que vous soyez venus ici. Merci.